Au cœur d'un royaume où les puissants dictent le destin des plus fragiles, une jeune femme porte en silence un fardeau que personne n'oserait imaginer. Son regard, pourtant doux et discret, cache une histoire que le village murmure sans jamais compréhender. On raconte que ces cicatrices ne viennent ni de guerre ni de misère, mais de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que elle-même tenta d'oublier pendant des années. Depuis quelque temps, pourtant, un étrange frisson traverse la vallée. Des regards insistants se tournent vers son foyer. Des murmures se lèvent dans les marchés, comme si une vérité enterrée depuis longtemps cherchait, enfin, à remonter à la surface. Et chaque noite, elles sentent que cette vérité se rapproche, inexorable, prête à bouleverser Tudo qu'elle a lu tout par à reconstruire. Et puis un matin, un seul événement change tout. Un événement si inattendu, si perturbateur qu'elle compréhende en un souffle que son passé n'a jamais cessé de la suivre et que quelqu'un quelque part vient de le réveiller. Et ce qui l'attend dépasse tout ce qu'elle aurait jamais osé imaginer. L'aube se levait à peine sur le village de Thornwick quand Elena sentit ce frisson glacé remonter le long de sa colonne vertébrale. C'était une sensation qu'elle connaissait bien, celle qui précédait toujours les tempêtes de sa vie. Ses mains, rougies par le froid matinal, disposaient mécaniquement les pains d'orge sur l'étal du marché, tandis que son esprit vagabondait vers des souvenirs qu'elle avait enterrés depuis 13 longues années. À 38 ans, Elena portait encore cette beauté sauvage qui faisait tourner les têtes, malgré les cicatrices invisibles que la vie avait gravées sur son âme. Ses cheveux châtains, tressés simplement, encadraient un visage aux traits délicats mais marqué par une détermination farouche. Ses yeux noisettes, profonds comme des puits secrets, reflétaient une tristesse ancienne qu'elle dissimulait derrière un sourire courtois aux clients. Lucien, son fils de 13 ans, l'aidait à installer les derniers paniers de légumes. Le garçon possédait cette beauté troublante qui attirait les regards partout où il passait. Ses cheveux noirs brillaient sous les premiers rayons du soleil, encadrant un visage aux traits aristocratiques qui semblait trop noble pour un enfant du peuple. Ses yeux d'un bleu profond, presque surnaturel, scrutaient le monde avec une intensité qui mettait Elena mal à l'aise. Chaque jour, en le regardant, elle voyait davantage cette ressemblance maudite qui la hantait dans ses cauchemars. « Mère, pourquoi trembles-tu » demanda Lucien en posant une main protectrice sur son épaule. Elena se força à sourire, mais ses doigts serraient nerveusement le bord de son tablier. « Ce n'est rien, mon cœur, juste le froid du matin. » Mais ce n'était pas le froid. C'était cette rumeur qui circulait depuis l'aube, portée par les marchands ambulants. Le roi Alistair traverserait leur village aujourd'hui. Après 10 ans d'absence de ces terres, il revenait inspecter les villages de la couronne. Elena avait prié tous les saints du paradis pour que ce jour n'arrive jamais, mais le destin semblait se moquer de ses prières. Le marché s'animait progressivement. Les paysans installaient leurs étals, les enfants couraient entre les charrettes, et l'odeur du pain frais se mêlait à celle de la terre humide. Puis, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, le son des trompettes retentit au loin. Les conversations s'éteignirent instantanément. Tous les regards se tournèrent vers la route principale, où un nuage de poussière s'élevait. « Les cavaliers du roi !» cria quelqu'un. Le cœur d'Elena cessa de battre. Ses jambes se dérobèrent presque sous elle, et elle dut s'accrocher à son étal pour ne pas s'effondrer. Non, pas maintenant, pas ici, pas avec Lucien à ses côtés. « Mère, tu es pâle comme un linge », murmura Luciane, l'inquiétude creusant son front juvénile. Elle voulut lui dire de partir, de se cacher, de disparaître, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Déjà, la garde royale entrait sur la place du marché, leurs armures étincelant comme des étoiles d'acier. Les chevaux, magnifiques bêtes aux robes immaculées, avançaient au pas, leurs sabots résonnant contre les pavés comme des coups de marteau sur l'enclume du destin. Et puis, il apparut. Le roi Alistair, à 40 ans, incarnait la puissance et la majesté. Même à cheval, sa présence commandait le respect et l'admiration. Ses cheveux noirs légèrement argentés aux tempes ondulaient sous la couronne dorée qui ceignait son front. Son visage, sculpté par le temps et les responsabilités du pouvoir, conservait cette beauté virile qui avait fait battre le cœur d'Elena autrefois. Ses yeux bleus, d'un azur si intense qu'il semblait percer les âmes, scrutèrent la foule avec une autorité naturelle.
Vêtu d'une tunique pourpre brodée de fils d'or, il portait le manteau royal qui flottait derrière lui comme les ailes d'un oiseau majestueux. Helena baissa immédiatement la tête, priant pour devenir invisible. Mais Lucien, fasciné, ne pouvait détacher son regard du souverain. Le garçon se tenait là, debout près de l'étal, les yeux écarquillés d'admiration devant la magnificence de la procession royale. Et c'est à ce moment précis que tout bascula. Le roi Alistair tourna la tête vers leur étal, peut-être attiré par le mouvement, peut-être par le hasard cruel qui gouverne les vies brisées. Son regard balaya la foule et s'arrêta net sur Luciane. Le temps sembla se figer. Le monde entier retint son souffle. Helena leva les yeux juste à temps pour voir l'expression du roi se transformer. La courtoisie royale disparut, remplacée par une stupéfaction qui le laissa bouche bée. Ses yeux s'écarquillèrent, son teint devint d'une pâleur de cire, et sa main se crispa si fort sur les rênes que son cheval hennit d'inconfort. Il regardait Luciane. Non, il le dévorait du regard, comme si un fantôme venait de se matérialiser devant lui, parce que Luciane était son portrait craché à 13 ans, les mêmes yeux d'un bleu impossible, la même mâchoire carrée, le même front haut et noble, la même fossette au menton. Tout, absolument tout, criait la vérité que Helena avait désespérément tenté de cacher. Un murmure parcourut la foule. Helena sentit le poids de centaines de regards se poser sur eux. Son sang se glaça dans ses veines. Par tous les saints, souffla une vieille marchande à quelques mètres d'eux. La femme que Helena connaissait comme Dame Marguerite, une ancienne servante du château maintenant à la retraite, fixait Luciane avec des yeux exorbités. Elle se pencha vers sa voisine et chuchota, assez fort pour qu'Helena l'entende. Ce garçon, il a le visage du roi quand il était prince héritier. Je l'ai vu de mes propres yeux au château. C'est impossible. Mais c'est lui, trait pour trait. La voisine étouffa un cri de surprise. « Tu es certaine ?»« Aussi certaine que je respire. Regarde ses yeux, ce bleu royal que seule la lignée d'Alistair possède. » Le murmure se propagea comme une traînée de poudre. Helena vit les têtes se tourner, les mains se lever pour pointer discrètement, les bouches s'ouvrir en exclamations étouffées. La panique l'envahit, froide et suffocante. Le roi Alistair n'avait toujours pas détourné le regard. Il semblait paralysé sur sa monture, son visage reflétant un tourbillon d'émotions. Choc, confusion et quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la reconnaissance. « Votre Majesté », intervint le commandant de la garde, remarquant l'arrêt inhabituel du roi. « Nous devons poursuivre vers le château. » Mais Alistair ne bougea pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, comme s'il voulait parler, demander quelque chose. Ses yeux glissèrent brièvement vers Helena, mais elle avait baissé la tête si bas que son visage était caché par ses cheveux. « Majesté » insista le commandant. Finalement, comme s'il s'arrachait à un sortilège, Alistair détourna le regard. D'un geste brusque, il éperonna son cheval qui s'élança au galop suivi par toute la procession. En quelques secondes, la place se vida de la présence royale, ne laissant derrière elle qu'un nuage de poussière et des centaines de questions murmurées. Helena saisit le bras de Lucien. « Viens, nous partons. Maintenant. »« Mais mère, les légumes ?»« Maintenant !» Sa voix était si désespérée que Lucien ne protesta plus. Ils abandonnèrent l'étal et se frayèrent un chemin à travers la foule qui continuait à les observer avec une curiosité dévorante. Helena sentait le poids de chaque regard comme une lame sur sa peau. Les chuchotements l'entouraient, l'étouffaient. « C'est le fils du roi, j'en mettrai ma main au feu. » « Comment est-ce possible? Qui est cette femme? » Une ancienne maîtresse, forcément. Quelle honte pour le royaume. Helena pressa le pas, tirant Lucien derrière elle. Ses poumons brûlaient, son cœur cognait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Ils atteignirent enfin leur modeste chaumière à la lisière du village. Helena claqua la porte derrière eux et s'y adossa, haletante, les larmes coulant librement sur ses joues. « Mère, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Lucien, effrayé par cette panique qu'il ne comprenait pas. « Pourquoi as-tu si peur ?» Helena ne répondit pas. Elle tremblait de tout son corps, incapable de former des mots. 13 ans. Elle avait réussi à se cacher pendant 13 ans. Et maintenant, en un seul instant, tout s'effondrait. Un coup violent à la porte la fit sursauter.
Son sang se figea. « Ouvrez au nom du roi !» Non, 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 non. C'était trop tôt, trop rapide. Helena se força à respirer. D'une main tremblante, elle ouvrit la porte. Un messager royal se tenait là, dans son uniforme immaculé, un rouleau de parchemin scellé du sceau royal dans les mains. « Madame Helena du village de Thornwick ?»« C'est moi », murmura-t-elle, la voix brisée. Le messager déroula le parchemin et lut d'une voix officielle qui résonna comme un glas funèbre. « Par ordre de Sa Majesté le roi Alistair, vous et votre fils êtes convoqués au château royal demain à l'aube. Toute absence sera considérée comme un affront à la couronne et sera punie en conséquence. Que Dieu protège le roi. » Le messager tourna les talons et disparut avant qu'Helena puisse prononcer un mot. Elle referma la porte lentement comme dans un rêve. Ou plutôt un cauchemar. Le parchemin glissa de ses doigts engourdis et tomba au sol. Lucien le ramassa, le lut et leva vers sa mère un regard empli de questions. « Mère, pourquoi le roi veut-il nous voir ?» Helena s'effondra sur une chaise, le visage dans les mains. Comment pouvait-elle lui expliquer ? Comment pouvait-elle lui dire que sa vie entière était sur le point de basculer dans l'abîme ? Un autre coup à la porte. Plus doux cette fois. Helena se leva péniblement et ouvrit. Il n'y avait personne. Juste une enveloppe déposée sur le seuil, sans cachet, sans signature. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule phrase griffonnée d'une écriture anonyme qui transperça son cœur comme une lame glacée. « Nous savons qui est le garçon. » La nuit avait été un supplice sans fin pour Helena. Elle n'avait pas fermé l'œil, tournant et retournant dans son lit étroit, observant les ombres danser sur les murs de chaume, comme des spectres accusateurs. Chaque craquement du bois, chaque murmure du vent lui semblait porter une menace. À ses côtés, Luciane dormait d'un sommeil agité, murmurant des mots incompréhensibles dans ses rêves. Elle avait passé des heures à le regarder, gravant dans sa mémoire chaque trait de ce visage qu'elle chérissait plus que sa propre vie, ce visage qui était aussi sa malédiction. L'aube arriva trop vite, impitoyable et froide. Helena réveilla doucement son fils, et tous deux se préparèrent en silence. Elle choisit pour Lucien sa tunique la moins usée, celle qu'elle gardait pour les rares occasions festives, et brossa ses cheveux noirs jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'ébène poli. Pour elle-même, elle enfila sa robe la plus sobre, de laine grise, et dissimula ses cheveux sous un voile simple. Peut-être que si elle se faisait petite, insignifiante, le roi ne la reconnaîtrait pas. Peut-être que le cauchemar s'arrêterait là. Mais au fond de son cœur, elle savait que c'était un vain espoir. Le château se dressait sur la colline comme une forteresse de pierre et de secrets, ses tours pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Helena et Lucien gravirent la route pavée qui serpentait jusqu'aux portes massives, leurs pas résonnant dans le silence matinal. Des gardes les attendaient, impassibles dans leurs armures, et les escortèrent, sans un mot, à travers des couloirs interminables, ornés de tapisseries représentant les glorieuses batailles des rois passés. Lucien observait tout avec des yeux émerveillés. Jamais il n'avait vu pareille splendeur. Les chandeliers en argent, les vitraux colorés qui projetaient des arcs-en-ciel sur les dalles de marbre, les plafonds si hauts qu'ils semblaient toucher le paradis. Helena, elle, ne voyait que des murs qui se refermaient sur elle comme une prison. Ils furent conduits dans une salle d'audience privée, plus petite que la grande salle du trône, mais non moins imposante. Les murs étaient recouverts de boiseries sombres, sculptées de blasons royaux. Une longue table en chêne massif occupait le centre, et derrière elle, debout près d'une fenêtre qui donnait sur les jardins royaux, se tenait le roi Alistair. Il leur tournait le dos, les mains croisées dans le dos, la silhouette parfaitement droite dans sa tunique de velours bleu nuit brodée de fils d'argent. La lumière matinale dessinait un halo autour de lui, le faisant ressembler davantage à une apparition divine qu'à un homme de chair et de sang. « Votre Majesté », annonça le garde. Helena du village de Thornwick et son fils Lucian. Le roi se retourna lentement. Son visage était un masque de contrôle parfait, mais Helena vit la tension dans sa mâchoire, la rigidité de ses épaules. Ses yeux bleus les scrutèrent avec une intensité qui la fit frissonner. Il s'attarda longuement sur Lucian, et Helena vit quelque chose vaciller dans son regard.
une fissure dans l'armure du souverain. « Laissez-nous » ordonna Alistair d'une voix grave qui ne souffrait aucune contestation. Les gardes s'inclinèrent et sortirent, refermant les lourdes portes derrière eux. Le silence qui s'ensuivit était suffocant. Alistair fit quelques pas vers eux, chaque mouvement mesuré, royal. Helena baissa immédiatement les yeux, s'inclinant profondément. « Votre Majesté nous honore de... Regardez-moi » Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Helena releva lentement la tête, forçant ses yeux à rencontrer ceux du roi. Pendant un instant, elle crut voir une lueur de reconnaissance traverser son visage, mais elle disparut aussi vite qu'elle était venue. « Votre nom » demanda-t-il, même s'il le connaissait déjà. « Helena, Majesté. » « Et lui » Il désigna Lucian d'un geste du menton. « Mon fils, Lucien. » Le roi s'approcha de Lucian avec la précaution d'un homme s'approchant d'un miracle ou d'une illusion. Il s'arrêta à quelques pas du garçon, l'examinant avec une minutie qui mettait Helena au supplice. Lucien, intimidé mais fasciné, soutenait le regard royal avec une bravoure qui serra le cœur de sa mère. « Quel âge as-tu, garçon » La voix du roi était étrangement douce, presque paternelle. « 13 ans, votre Majesté » répondit Lucian en s'inclinant maladroitement. « 13 ans. » Le nombre résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Helena vit les doigts du roi se crisper imperceptiblement. « Et ton père » Le silence qui suivit était lourd de non-dits. Helena sentit son cœur cogner contre ses côtes. « Je n'ai jamais connu mon père, Majesté » murmura Lucian, baissant les yeux pour la première fois. Quelque chose passa sur le visage d'Alistair. De la douleur ? Du remords ? Helena n'aurait su le dire. Le roi recula d'un pas, comme s'il venait de recevoir un coup invisible. « Approche-toi de la lumière » ordonna-t-il à Lucian. Le garçon obéit, se plaçant près de la fenêtre où les rayons du soleil illuminaient son visage. Alistair l'observa longuement, et Helena vit ses mains trembler légèrement avant qu'il ne les cache derrière son dos. Il contourna Lucian lentement, étudiant chaque angle de son visage, chaque détail de ses traits. « Ton nez » murmura le roi, presque pour lui-même. « La forme de tes yeux, cette fossette au menton. » Il s'interrompit, passant une main sur son propre visage comme pour vérifier qu'il était bien réel. « C'est... troublant. » Un coup discret à la porte interrompit ce moment suspendu dans le temps. Un homme entra sans attendre de réponse, un conseiller âgé aux cheveux blancs et au regard perçant. Il portait les robes ornées d'un membre du Conseil royal et tenait un registre épais sous le bras. « Votre Majesté, pardonnez mon intrusion, mais... » Il s'arrêta net en voyant Lucian. Son visage devint livide. Le registre glissa de ses mains et tomba au sol avec un bruit sourd. « Lord Cédric, » dit le roi d'un ton sec. « Je vous avais demandé de ne pas être dérangé. » Mais le conseiller ne pouvait détacher son regard de Lucian. Il porta une main tremblante à sa bouche. « Par le ciel, c'est impossible. » « Que voulez-vous dire ?» La voix du roi était devenue tranchante comme une lame. Lord Cédric se reprit difficilement, ramassant son registre avec des gestes maladroits. « Majesté, je dois vous parler. Immédiatement, en privé. » Alistair hésita, jetant un dernier regard à Lucian. « Attendez ici » ordonna-t-il à Helena et son fils. « Ne bougez pas. » Il sortit de la pièce avec Lord Cédric, mais ne referma pas complètement la porte. Helena tendit l'oreille, son cœur battant la chamade. Elle ne pouvait distinguer les mots exacts, mais elle entendait le ton urgent du conseiller, les murmures intenses qui franchissaient le seuil. « Ressemblance n'est pas une coïncidence, Majesté. Vérifiez les dates. Danger pour le royaume si... » Lucian se rapprocha de sa mère, cherchant instinctivement sa protection. « Mère, pourquoi le roi nous observe-t-il ainsi? Pourquoi ce seigneur avait-il l'air si effrayé ?» Helena lui caressa les cheveux, incapable de répondre. Que pouvait-elle dire? Comment expliquer l'inexplicable? La porte se rouvrit brusquement. Le roi réapparut, mais son visage avait changé. La froideur royale avait laissé place à quelque chose de plus sombre, de plus troublé. Ses yeux se posèrent sur Helena avec une intensité nouvelle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Il s'approcha d'elle lentement, si près qu'elle pouvait sentir le parfum subtil d'ambre et de bois de santal qui émanait de lui. « Vous »
dit-il d'une voix basse qui ne portait pas au-delà d'elle. Avons-nous déjà? Il s'interrompit, fronçant les sourcils. Helena ne respira plus. C'était le moment. Le moment où tout s'effondrerait. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Lord Cédric réapparut, accompagné cette fois de 2 autres conseillers. Leurs visages étaient graves, presque accusateurs. L'un d'eux, un homme corpulent aux joues rouges, s'avança. « Majesté, nous devons discuter de cette situation. Le garçon doit être interrogé correctement. Des questions doivent être posées. »« Des questions ?» répéta Alistair, se retournant vers ses conseillers avec une autorité froide. « Quelles questions ? Concernant sa naissance, ses origines. La ressemblance troublante avec votre majesté. » Le conseiller choisissait ses mots avec soin, mais l'accusation sous-jacente était claire. Le roi resta silencieux un long moment, le regard perdu dans le vide. Puis il se tourna vers Helena et Lucien. « Vous allez rester au château quelques jours. Des appartements vous seront assignés. Vous ne devez parler à personne de cette audience. Est-ce clair ?»« Mais majesté !» protesta Helena, la peur étranglant sa voix. « Notre maison, mon travail, sera pris en charge. Vous êtes maintenant sous la protection royale. Vous ne pouvez refuser. » C'était à la fois une promesse et une menace. Helena comprit qu'ils étaient prisonniers, même si les barreaux étaient dorés. Des servantes entrèrent pour les escorter. Alors qu'ils sortaient, Helena jeta un dernier regard au roi. Alistair se tenait près de la fenêtre, le dos tourné, les épaules voûtées sous un poids invisible. Lord Cédric s'approcha du roi et murmura, assez fort pour qu'Helena l'entende avant que la porte ne se referme. « Majesté, nous devons parler de ce garçon, en privé, car ce que j'ai découvert dans les archives change tout. » Les appartements qu'on leur avait assignés étaient d'un luxe qui dépassait tout ce qu'Helena avait pu imaginer. Des tapisseries aux couleurs vives ornaient les murs de pierre. Un lit à baldaquin recouvert de draps de soie occupait le centre de la chambre principale, et une cheminée de marbre diffusait une chaleur bienvenue. Pour Luciane, c'était un émerveillement. Pour Helena, c'était une cage dorée dont elle ne pouvait s'échapper. 3 jours s'écoulèrent dans une attente torturante. Des serviteurs leur apportèrent des repas somptueux qu'Helena touchait à peine, l'estomac noué par l'angoisse. Lucien posait des questions auxquelles elle ne pouvait répondre, et chaque nuit elle restait éveillée, guettant les bruits dans les couloirs, craignant qu'on ne vienne les arracher de leur lit pour les jeter dans un cachot. Le 4e jour, alors que le soleil déclinait derrière les collines, Helena décida qu'elle ne pouvait plus rester enfermée. Elle devait comprendre ce qui se tramait, découvrir pourquoi les murmures s'intensifiaient dans le château. Les servantes qu'elle croisait détournèrent le regard avec gêne. Les gardes chuchotaient sur leur passage. Quelque chose se préparait, et cette ignorance la rongeait de l'intérieur. « Luciane, reste ici », ordonna-t-elle à son fils qui lisait un manuscrit prêté par la bibliothèque royale. « Je reviens dans un instant. Mais mère, reste ici, c'est un ordre. » Elle sortit discrètement de leurs appartements, longeant les couloirs faiblement éclairés par des torches vacillantes. Le château, la nuit tombée, devenait un labyrinthe d'ombres et de secrets. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais ses pas la guidèrent instinctivement vers les quartiers du village à l'intérieur des murs du château, là où vivaient les domestiques et les artisans au service de la couronne. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette familière près d'une fontaine. Dame Marguerite, la vieille marchande qui avait murmuré sur la place du marché, puisait de l'eau dans un seau. En voyant Helena, la femme sursauta, renversant la moitié du seau. « Vous !» s'exclama-t-elle, la main sur le cœur. « Par tous les saints, vous m'avez fait peur. » Helena s'approcha rapidement, jetant des regards nerveux autour d'elle. « Dame Marguerite, je dois vous parler. S'il vous plaît. » La vieille femme hésita, scrutant le visage suppliant d'Helena. Puis, avec un soupir résigné, elle fit signe à Helena de la suivre. Elles entrèrent dans une petite maison de pierre où brûlait un feu modeste. Marguerite referma la porte et tira les rideaux avant de se tourner vers Helena. « Vous jouez avec le feu, ma fille, » dit-elle d'une voix grave. « Tout le château ne parle que de vous et de ce garçon. »« Que disent-ils » demanda Helena, la voix étranglée. Marguerite s'assit lourdement sur un tabouret faisant craquer ses vieux os.
que le roi a trouvé un fils illégitime, que la ressemblance est trop parfaite pour être niée, que les conseillers sont en ébullition craignant un scandale qui pourrait ébranler le royaume. Elle marqua une pause, ses yeux perçants fixés sur Helena. Mais moi, je me pose une autre question. Comment une simple paysanne a-t-elle pu approcher le roi d'assez près pour concevoir un enfant? Helena détourna le regard, les larmes lui montant aux yeux. C'était il y a 13 ans, il n'était pas encore roi. Il était prince héritier, la différence est mince. Marguerite se leva et disparut dans une pièce adjacente. Elle revint quelques instants plus tard avec un petit coffret de bois. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle l'ouvrit, révélant un assortiment d'objets anciens, des rubans fanés, des lettres jaunies et au fond quelque chose qui brillait faiblement à la lueur du feu. « J'ai servi au château pendant 40 ans, expliqua Marguerite d'une voix lourde de souvenirs. J'ai été dame de compagnie de la mère du roi, puis j'ai veillé sur le jeune prince Alistair quand il n'était qu'un enfant. Je connais cette famille mieux que quiconque. » Elle sortit l'objet brillant du coffret avec une délicatesse révérencieuse. C'était un pendentif, une étoile d'argent finement ciselée, suspendue à une chaîne délicate. Au centre de l'étoile était serti un petit saphir qui captait la lumière du feu et la reflétait en 1000 éclats bleus. Helena sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses jambes faillirent et elle dut s'accrocher au bord de la table pour ne pas tomber. « Non » souffla-t-elle. « C'est impossible. »« Vous le reconnaissez » constata Marguerite. Ce n'était pas une question. Les souvenirs déferlèrent sur Helena comme une vague dévastatrice. Elle se revoyait, jeune fille de 15 ans, travaillant comme aide-cuisinière temporaire lors des festivités du château pour la fête des moissons. C'était une période où le château ouvrait ses portes aux villageois pour célébrer l'abondance. Elle avait croisé le prince Alistair dans les jardins, tard le soir, alors qu'elle rapportait des herbes fraîches pour les cuisines. Il avait 34 ans alors, beau comme un dieu païen, et si seul malgré sa couronne à venir. Ils avaient parlé, encore et encore. Chaque nuit pendant une semaine, ils se retrouvaient en secret dans le jardin des roses. Il lui parlait de ses peurs, de ses doutes, du poids terrible de la couronne qu'il devrait bientôt porter. Elle lui parlait de sa vie simple, de ses rêves modestes. Et puis, la dernière nuit, sous un ciel étoilé, il l'avait embrassée avec une passion qui avait fait fondre toutes ses résistances. « Garde ceci », avait-il murmuré en attachant le pendentif autour de son cou. « C'était celui de ma mère. Qu'il te protège toujours. » Et il s'était aimé cette nuit-là, dans l'innocence et la ferveur de sentiments qu'il croyait éternels. Mais le lendemain, il était parti pour une mission diplomatique urgente dans un royaume voisin. Helena avait attendu. Des semaines. Des mois. Puis elle avait découvert qu'elle portait son enfant. Elle lui avait envoyé des lettres, supplié les serviteurs du château de les remettre au prince. Aucune réponse n'était jamais venue. Et quand elle avait finalement eu le courage de se présenter aux portes du château, enceinte de 6 mois, les gardes l'avaient chassée avec mépris, la traitant de menteuse et d'opportuniste. « Je l'ai perdue », murmura Helena, les larmes coulant librement sur ses joues. « Il y a des années, je pensais qu'il était tombé dans la rivière où je lavais le linge. »« Il n'est pas tombé, » dit Marguerite doucement. « Quelqu'un l'a trouvé. Et cette personne me l'a confié il y a des années, me demandant de le garder en sécurité car c'était une preuve dangereuse. » « Une preuve de quoi ? » Qu'un prince avait donné son cœur à une paysanne, qu'un héritier du trône avait fait une promesse qu'il n'a jamais tenue. Marguerite tendit le pendentif à Helena. « Ceci vous appartient, il vous l'a donné. Mais sachez qu'en l'acceptant de nouveau, vous acceptez aussi les conséquences de ce qu'il représente. » Helena prit le pendentif avec des mains tremblantes. Le métal était froid contre sa paume, mais il brûlait son âme comme un fer rouge. « Pourquoi me le rendre maintenant ? Parce que la vérité ne peut plus être cachée. Parce que votre fils a le droit de connaître son père. Et parce que j'ai entendu des rumeurs qui me glacent le sang. » Marguerite se pencha plus près, sa voix devenant un murmure urgent. Des nobles complotent déjà. Certains veulent utiliser Luciane pour déstabiliser le roi. D'autres veulent le faire disparaître pour protéger l'héritière officielle. Votre fils est en danger, Helena. Un danger mortel. Un bruit de pas précipité à l'extérieur les fit sursauter.
Marguerite éteignit rapidement 2 des 3 chandelles, plongeant la pièce dans une pénombre inquiétante. Les voix d'hommes filtrèrent à travers la porte. « Elle est venue par ici, j'en suis certain. Le roi ne doit pas savoir qu'elle s'est échappée de ses appartements. Trouvez-la !» Helena sentit la panique l'envahir. Elle cacha précipitamment le pendentif dans son corsage et se tourna vers Marguerite. « Il y a une autre sortie ?» La vieille femme hocha la tête et la guida vers une petite porte dissimulée derrière une tapisserie. « Cela mène aux anciennes cuisines. De là, vous pourrez rejoindre vos appartements par les couloirs des serviteurs. Allez, vite !» Helena se glissa dans le passage étroit, l'odeur de moisie et de pierre humide l'enveloppant immédiatement. Derrière elle, elle entendit des coups violents frapper à la porte de Marguerite. Elle courut dans l'obscurité, guidée seulement par de rares torches mourantes. Son cœur battait si fort qu'il couvrait presque le bruit de ses pas. Elle devait retourner auprès de Luciane. Elle devait le protéger. Quand elle atteignit enfin leurs appartements, essoufflée et tremblante, elle trouva la porte entr'ouverte. La peur lui noua les entrailles. Elle se précipita à l'intérieur. La pièce était vide. « Luciane !» cria-t-elle, la terreur faisant trembler sa voix. « Lucien !» Un parchemin était posé sur la table, maintenu par un chandelier. Helena s'en empara, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine lire les mots griffonnés à la hâte. Le garçon a été convoqué à la bibliothèque royale par ordre du conseiller privé. Il sera ramené avant minuit. Mais il n'y avait aucun sceau officiel, aucune signature, juste ces mots qui résonnaient comme une menace. Helena serra le parchemin contre son cœur, le pendentif brûlant contre sa peau comme une marque de feu. Son fils, son précieux fils, il l'avait pris. Helena dévala les escaliers de pierre avec une urgence frénétique, son cœur cognant contre ses côtes comme un oiseau pris au piège. Le pendentif rebondissait contre sa poitrine à chaque pas, lui rappelant cruellement ce passé qu'elle avait tenté d'ensevelir. La bibliothèque royale se trouvait dans l'aile est du château, une tour imposante où dormaient les secrets et les connaissances de plusieurs générations de rois. Elle connaissait le chemin pour l'avoir aperçu lors de leur promenade surveillée dans les couloirs. Les torches projetaient des ombres dansantes sur les murs tandis qu'elle courait, sa respiration saccadée résonnant dans le silence oppressant de la nuit. Quelques gardes la regardèrent passer avec surprise, mais aucun ne tenta de l'arrêter. Peut-être la prenait-il pour une servante affolée. Peut-être que son statut ambigu au château la rendait intouchable, du moins pour l'instant. Quand elle atteignit enfin les lourdes portes de chêne sculptées de la bibliothèque, elle les trouva entr'ouvertes. Une lumière dorée filtrait par l'entrebâillement, accompagnée de murmures de voix. Helena s'approcha silencieusement, retenant son souffle, et risqua un regard à l'intérieur. La bibliothèque était une merveille architecturale. Des étagères de bois précieux s'élevaient jusqu'au plafond voûté, chargés de milliers de manuscrits et de livres reliés de cuir. Des échelles coulissantes permettaient d'accéder aux ouvrages les plus hauts. Et au centre de la vaste pièce circulaire, plusieurs tables de lecture étaient disposées sous des chandeliers massifs dont les bougies diffusaient une lumière chaude et dorée. Lucien se tenait près d'une de ces tables, ses yeux écarquillés fixés sur un énorme registre ouvert devant lui. À ses côtés se trouvait un homme qu'Helena ne connaissait pas, un érudit aux cheveux gris portant des lunettes rondes et une robe de scribe. L'homme pointait du doigt des passages dans le registre, expliquant quelque chose à voix basse à Luciane, qui écoutait avec une attention fascinée. « Tu vois ici ?» disait l'érudit d'une voix nasillarde. « Ce sont les archives généalogiques de la famille royale. Chaque naissance, chaque mariage, chaque mort est consignée avec une précision méticuleuse. C'est ainsi que nous préservons l'histoire de notre royaume. » Lucien se pencha plus près, ses doigts effleurant délicatement les pages jaunies. « Et ces blasons ? Que signifient-ils ? Chacun représente une branche de la lignée royale. Regarde celui-ci. » L'érudit tourna plusieurs pages jusqu'à atteindre une enluminure particulièrement élaborée. C'est le blason personnel du roi Alistair avant son couronnement. Un lion d'or sur fond d'azur, avec une étoile d'argent à 5 branches. Helena sentit son sang se glacer. Une étoile d'argent, comme le pendentif qui brûlait contre sa peau. « C'est magnifique », murmura Luciane avec admiration. « Le roi doit être un homme extraordinaire pour porter un tel symbole. » L'érudit eut un petit rire sec.
Le roi est un homme comme les autres, mon garçon, avec ses forces et ses faiblesses, ses gloires et ses regrets. Il marqua une pause, ajustant ses lunettes. D'ailleurs, il est curieux que tu sois ici ce soir. Les ordres que j'ai reçus étaient plutôt inhabituels. Quels ordres ? Demanda Lucien innocemment. Avant que l'érudit ne puisse répondre, une autre voix résonna dans la bibliothèque, profonde et autoritaire. « Laissez-nous ». Helena reconnut immédiatement cette voix. Le roi Alistair émergea de derrière une rangée d'étagères, vêtu simplement d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre, sans aucun des attributs de sa royauté. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les mains à plusieurs reprises, et ses yeux portèrent les cernes de nuit sans sommeil. L'érudit s'inclina profondément. « Votre Majesté, je ne savais pas que vous... »« Sortez !» répéta Alistair, plus doucement cette fois, mais avec une fermeté qui n'admettait aucune contestation. L'homme ramassa précipitamment ses affaires et s'éclipsa par une porte latérale. Le roi et Lucien se retrouvèrent seuls dans la vaste bibliothèque, séparés seulement par quelques mètres et 13 années de mensonges et de silence. Helena, toujours cachée derrière la porte, retenait son souffle. Elle savait qu'elle devrait intervenir, protéger son fils, mais quelque chose la retenait. Une curiosité morbide peut-être, ou le besoin de savoir comment cet homme qu'elle avait autrefois aimé réagirait face à l'enfant qu'il ne savait pas être le sien. Alistair s'approcha lentement de Lucien, chaque pas mesuré, prudent. Il s'arrêta de l'autre côté de la table, ses mains se posant sur le bois poli. « Tu aimes les livres ?» demanda-t-il d'une voix étrangement douce. Lucien hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, Votre Majesté. Ma mère m'a appris à lire quand j'étais petit. Elle dit que les livres sont des portes vers d'autres mondes. » Un sourire fantomatique effleura les lèvres du roi. « Ta mère est une femme sage. » Il contourna la table, se rapprochant de Lucien. « Puis-je te demander quelque chose ? Quelque chose de personnel ?» Le garçon déglutit nerveusement mais acquiesça. « As-tu déjà eu envie de connaître ton père ?» Le silence qui suivit était chargé d'une tension presque palpable. Lucien baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa tunique. « Chaque jour de ma vie, Majesté, » avoua-t-il d'une voix brisée. « Je regarde les autres garçons avec leur père et je me demande pourquoi le mien ne m'a jamais voulu. Qu'ai-je fait de mal pour qu'il m'abandonne ?» Helena porta une main à sa bouche pour étouffer un sanglot. Derrière la porte, les larmes coulaient librement sur ses joues. Elle n'avait jamais su que son fils souffrait autant de cette absence. Le visage d'Alistair se tordit de douleur. Il s'agenouilla devant Lucien, plaçant ses mains sur les épaules du garçon. « Tu n'as rien fait de mal, » dit-il avec une intensité farouche. « Rien. Parfois, les adultes font des erreurs terribles. Parfois, ils fuient leurs responsabilités par lâcheté ou par ignorance. Mais cela ne signifie pas que tu n'es pas digne d'amour. » Lucien leva les yeux et pour la première fois, Helena vit la ressemblance avec une clarté déchirante. Les mêmes yeux bleus, la même intensité du regard, la même façon de froncer légèrement les sourcils quand l'émotion devenait trop forte. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Lucien, la voix tremblante. Alistair ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots semblèrent se coincer dans sa gorge. Il se redressa brusquement, tournant le dos à Lucien pour cacher l'émotion qui menaçait de le submerger. Ses épaules se soulevaient avec difficulté, comme s'il portait un poids écrasant. « Parce que je commence à comprendre certaines vérités, » murmura-t-il finalement. « Des vérités que j'ai été aveugle à voir pendant trop longtemps. » Il se dirigea vers une armoire fermée à clé près de la fenêtre, sortit une petite clé de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des documents soigneusement empilés, des lettres jaunies par le temps. Il en sortit une liasse et revint vers la table où Lucien attendait, confus et nerveux. « Sais-tu ce que sont ces lettres ?» demanda le roi en les étalant sur la table. Lucien secoua la tête. « Ce sont des lettres qui m'ont été cachées il y a 13 ans. Des lettres d'une jeune femme qui prétendait porter mon enfant. Mes conseillers les ont interceptées, les jugeant être l'œuvre d'une opportuniste cherchant à profiter de ma position. Je ne les ai découvertes que cette semaine, enfouies dans les archives secrètes. » Sa voix se brisa légèrement. « Je ne les ai jamais lues à l'époque. Je ne savais même pas qu'elles existaient. » Il prit une des lettres, la plus usée, et commença à lire d'une voix rauque. «
Mon prince bien-aimé, je t'écris avec l'espoir que ces mots te toucheront. Je porte en moi le fruit de notre amour, cette nuit magique sous les étoiles. J'ai peur, mais je suis aussi rempli de joie. Reviens-moi, je t'en supplie. Helena. Le pendentif dans le corsage d'Helena sembla soudain peser une tonne. Elle porta une main à sa poitrine, sentant le métal froid à travers le tissu. Lucien fixait le roi avec des yeux immenses. « Helena, c'est le nom de ma mère. » Alistair hocha lentement la tête, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je sais. » Il prit une profonde inspiration, semblant rassembler tout son courage. « Luciane, je dois te poser une question très importante et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. »« Oui, votre majesté ? Ta mère a-t-elle déjà porté un pendentif ? Une étoile d'argent avec un saphir ?» Le garçon fronça les sourcils, réfléchissant. « Je ne sais pas. Elle ne porte jamais de bijoux. Nous sommes trop pauvres pour... » La porte s'ouvrit brusquement et Helena entra dans la bibliothèque incapable de rester cachée plus longtemps. Son visage était pâle, ses yeux rougis par les larmes, mais elle se tenait droite, digne malgré sa terreur. « Elle en portait un », dit-elle d'une voix claire qui résonna dans la vaste pièce. « Il y a 13 ans. » Alistair se retourna si brusquement qu'il faillit renverser la chandelle sur la table. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Helena, et dans ce regard, elle vit la reconnaissance finale, le voile qui se déchirait, la mémoire qui ressurgissait avec la violence d'un raz-de-marée. Le silence qui suivit la déclaration d'Helena était si profond qu'on aurait pu entendre tomber une plume. Alistair la fixait avec une intensité qui la transperçait jusqu'à l'âme, ses traits royaux figés dans une expression de stupéfaction mêlée de quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la reconnaissance et du remords. Ses lèvres s'entr'ouvrirent comme pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Helena » murmura-t-il finalement, sa voix à peine audible. « Les jardins des roses, les nuits d'été, c'était toi. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, une révélation qui s'abattait sur lui avec la force d'un coup de massue. Ses jambes semblèrent fléchir, et il dut s'appuyer contre la table pour ne pas perdre l'équilibre. Les 13 années de séparation s'évaporèrent en un instant, et il revit cette jeune fille de 15 ans au regard lumineux qui avait fait battre son cœur d'une façon qu'aucune princesse ou dame de la cour n'avait jamais réussi. Lucien regardait alternativement sa mère et le roi, la confusion se peignant sur son jeune visage. « Mère, que se passe-t-il ? Pourquoi le roi te regarde-t-il ainsi ?» Helena ne répondit pas. Elle avança lentement vers la table, chaque pas pesant comme si elle marchait vers l'échafaud. De ses mains tremblantes, elle sortit le pendentif de son corsage, le laissant pendre au bout de sa chaîne d'argent. À la lueur des chandelles, le saphir brillait d'un éclat hypnotique, renvoyant des reflets bleus qui dansaient sur les murs de la bibliothèque. « Vous me l'aviez donné », dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. « La dernière nuit, avant votre départ. Vous m'aviez dit qu'il avait appartenu à votre mère, que je devais le garder précieusement. » Elle marqua une pause, les larmes roulant sur ses joues. « Je l'ai porté chaque jour pendant des mois, comme une promesse de votre retour, jusqu'au jour où j'ai compris que vous ne reviendriez jamais. » Alistair tendit une main tremblante vers le pendentif, mais s'arrêta avant de le toucher, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse en fumée. « Je ne savais pas, » chuchota-t-il, sa voix étranglée par le remords. « Par tous les saints du paradis, Helena, je te jure que je ne savais pas. Les lettres, ils me les ont cachées. Mes conseillers, mon père. Ils avaient peur qu'un scandale ne ternisse la couronne avant même que je ne la porte. Vous auriez pu chercher. » La voix d'Helena explosa soudain, toute la douleur et la rage de 13 années jaillissant comme un torrent. « Vous auriez pu venir me voir demander de mes nouvelles, mais non, vous étiez trop occupé avec vos devoirs royaux, vos fiançailles arrangées, votre vie dorée pendant que je portais votre enfant dans la honte et le déshonneur. » Lucien recula, choqué par la véhémence de sa mère. « Mère, son enfant ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Helena se tourna vers son fils, et son visage se radoucit malgré les larmes. « Mon cœur, je suis désolé que tu l'apprennes ainsi. Je voulais te le dire tant de fois, mais comment expliquer à un enfant que son père est un roi qui ne l'a jamais reconnu ? » « Non, » souffla Lucien, reculant davantage jusqu'à ce que son dos heurte une étagère. Des livres tombèrent au sol avec un bruit sourd. « Ce n'est pas possible. »
Le roi ne peut pas être. Vous ne pouvez pas être. Alistair s'approcha lentement du garçon, les mains levées dans un geste apaisant. Lucien, écoute-moi. Je ne cherche pas d'excuses pour mon absence. Il n'y en a aucune qui soit suffisante. Mais je te jure sur la couronne que je porte que si j'avais su, si j'avais reçu ne serait-ce qu'une de ces lettres, je serais venu. J'aurais bravé tous les protocoles, tous les conseillers, tout le royaume s'il l'avait fallu. Mais vous ne l'avez pas fait, cria Lucien, sa voix se brisant dans un sanglot. J'ai grandi sans père. J'ai été moqué, rejeté, traité comme un bâtard par tous ceux qui savaient que ma mère n'avait jamais été mariée. Et pendant ce temps, vous viviez dans votre château, vous épousant votre reine, fondant votre famille légitime. Les mots frappèrent Alistair comme des coups de poignard. Il tomba à genoux devant son fils, les larmes coulant librement sur son visage autrefois si majestueux. Tu as raison. Tu as entièrement raison. Je suis coupable, même dans mon ignorance. Un père véritable aurait senti, aurait su qu'une partie de lui-même existait quelque part dans le monde. Un bruit de pas précipité résonna dans le couloir, et soudain la porte de la bibliothèque s'ouvrit avec fracas. 3 nobles entrèrent en trombe, leurs visages rouges de colère et d'indignation. Lord Cédric menait le groupe, flanqué de 2 autres membres du Conseil royal. Derrière eux suivait une douzaine de courtisans curieux, attirés par les rumeurs qui s'étaient répandues dans le château comme une traînée de poudre. « Majesté !» s'exclama Lord Cédric scandalisé. « Que signifie cette scène? Vous êtes à genoux devant cette femme et ce garçon ?» Alistair se releva lentement, essuyant ses larmes d'un geste brusque. La transformation fut saisissante. Le père brisé disparut, remplacé par le roi autoritaire et inflexible. « Je vous ai dit de ne pas me déranger. Mais Majesté, le royaume entier parle de cette situation. Les nobles exigent des explications. La reine elle-même est dans tous ses états. » Lord Cédric désigna Helena et Lucien avec un geste méprisant. Ces gens ne peuvent pas continuer à résider au château sans que leur statut ne soit clarifié. Cela crée un scandale inacceptable. « Un scandale ?» répéta Alistair, sa voix devenant dangereusement basse. Le seul scandale ici est que mes propres conseillers aient intercepté des lettres qui m'étaient destinées, condamnant ainsi une femme innocente et mon propre fils à 13 années de souffrance. Un murmure choqué parcourut l'assemblée de courtisans. Lord Cédric pâlit mais ne recula pas. « Votre Majesté, vous ne pouvez pas sérieusement envisager de reconnaître cet enfant. Pensez aux implications. Votre mariage avec la reine, l'héritier légitime, la stabilité du royaume. L'héritier légitime. » La voix d'Alistair monta d'un ton. « Lucien est né de mon sang, conçu dans l'amour, même si je n'ai pas été là pour le voir grandir. Comment osez-vous remettre en question sa légitimité ?» Un autre noble, plus âgé et visiblement influent, s'avança. « Majesté, avec tout le respect que je vous dois, cet enfant est né hors des liens du mariage. Selon nos lois, il ne peut prétendre à aucun titre, aucun droit. Le reconnaître publiquement reviendrait à jeter le discrédit sur votre famille actuelle et à ouvrir la porte à des revendications qui pourraient déchirer le royaume. » Helena serra Lucien contre elle, sentant son fils trembler de confusion et de douleur. Elle voyait la bataille se jouer sur le visage d'Alistair, l'homme contre le roi, le père contre le souverain. « Sortez !» ordonna soudain Alistair. « Tous, immédiatement. »« Mais Majesté, j'ai dit sortez !» Le rugissement du roi fit trembler les vitraux. « Vous avez causé assez de dégâts. Laissez-moi au moins une nuit pour réparer 13 années d'erreur. » Les nobles et courtisans battirent en retraite, mais leurs regards jetés par-dessus leurs épaules étaient lourds de menaces et de promesses de troubles à venir. Quand la porte se referma enfin, le silence retomba sur la bibliothèque. Mais il était différent maintenant. Plus lourd, plus chargé de conséquences. Alistair se tourna vers Helena et Lucien, et pour la première fois depuis 13 ans, la femme qu'il avait aimée vit dans ses yeux quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, de l'amour sincère et du désespoir authentique. « Je ne peux pas effacer le passé, » dit-il doucement, « mais par tout ce qui est sacré, je jure que je protégerai votre avenir. » Avant qu'Helena ne puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit quelque part dans le château, suivi d'un cri aigu. Les 3 échangèrent un regard inquiet. Quelque chose de terrible venait de se déclencher. Un garde fit irruption,
le visage blême. « Votre Majesté, la reine, elle a découvert la vérité. Elle exige que le garçon soit banni du royaume avant l'aube. » La nuit s'éternisait dans une tension insoutenable. Après l'annonce dévastatrice du garde, Alistair avait ordonné qu'Helena et Luciane soient escortées vers leurs appartements et placées sous protection rapprochée. Mais la protection ressemblait davantage à une prison. 4 gardes montaient à la garde devant leur porte, et Helena entendait les murmures inquiétants qui circulaient dans les couloirs. Le château tout entier bourdonnait de rumeurs, de complots et de colère. Lucien n'avait pas prononcé un mot depuis qu'ils étaient revenus. Il s'était assis près de la fenêtre, regardant fixement les jardins plongés dans l'obscurité, son visage reflétant un tumulte d'émotions que même Helena ne pouvait déchiffrer complètement. La colère, la confusion, la douleur, l'espoir fragile, tout se mélangeait dans ses yeux qui ressemblaient tant à ceux de son père. Helena s'approcha doucement de lui, posant une main hésitante sur son épaule. « Mon cœur, je sais que c'est difficile à comprendre. Je sais que tu dois me détester pour t'avoir caché la vérité pendant si longtemps. » Lucien tourna lentement la tête vers elle, et ce qu'elle vit dans ses yeux lui brisa le cœur. Ce n'était pas de la haine, mais une tristesse si profonde qu'elle semblait sans fond. « Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» demanda-t-il d'une voix enrouée par les larmes retenues. « Pourquoi m'as-tu laissé croire que mon père ne m'avait pas voulu, que j'étais indigne de son amour ?» Les larmes jaillirent des yeux d'Helena. Elle s'agenouilla devant son fils, prenant ses mains dans les siennes. « Parce que j'avais peur. Peur qu'on te fasse du mal si la vérité éclatait. Peur que le roi ne nous rejette encore une fois ou pire, qu'il te prenne loin de moi. Tu es tout ce que j'ai, Luciane. Tu es ma raison de vivre, mon souffle, mon cœur battant. » Mais j'avais le droit de savoir. Sa voix monta, libérant enfin la tempête qu'il retenait. J'avais le droit de connaître mon père, de savoir d'où je viens. Tous ces regards méprisants, toutes ces moqueries sur mon illégitimité. J'aurais pu les supporter si j'avais su que mon père était un roi, qu'il ne m'avait pas simplement abandonné par indifférence. Helena le serra contre elle, sentant son corps secoué de sanglots. « Tu as raison, mon amour. Tu as entièrement raison. J'ai eu tort. J'ai voulu te protéger et je t'ai fait souffrir davantage. Pardonne-moi. Je t'en supplie, pardonne-moi. » Ils restèrent enlacés un long moment, mère et fils pleurant ensemble les années perdues et l'incertitude terrifiante de l'avenir. Dehors, le vent gémissait contre les fenêtres comme une âme en peine. Un bruit sourd les fit sursauter. Quelque chose venait de heurter le mur adjacent à leur chambre. Puis des voix s'élevèrent, aiguës et furieuses. Helena reconnut immédiatement l'une d'elles, bien qu'elle ne l'ait jamais entendue auparavant. C'était la voix de la reine, déformée par la rage et l'hystérie. « Comment oses-tu me faire cela ?» hurlait-elle. « 13 ans de mariage. J'ai porté tes enfants. J'ai été une épouse fidèle et dévouée. Et tu me trahis pour une vulgaire paysanne et son bâtard. » La voix grave d'Alistair répondit, mais trop basse pour qu'Helena puisse distinguer les mots. Seul le ton était perceptible, empreint d'une lassitude et d'une fermeté mêlée. « Je me fiche de tes excuses, » continua la reine. « Ce garçon est une menace pour nos enfants, pour leur héritage, pour tout ce que nous avons construit. Il doit partir, il doit disparaître. » Helena sentit son sang se glacer. Elle se leva précipitamment, serrant Luciane contre elle d'un geste protecteur. « Mon Dieu, » murmura-t-elle. « Elle veut ta mort. » Luciane pâlit mais releva fièrement le menton, ce geste typiquement royal qu'il avait hérité de son père sans même le savoir. « Alors laissons-la nous bannir. Nous partirons loin d'ici, mère. Nous recommencerons ailleurs. Nous n'avons pas besoin d'eux. » Mais Helena savait que ce n'était pas si simple. La reine ne se contenterait pas d'un bannissement. Tant que Luciane vivrait, il représenterait une menace potentielle pour ses propres enfants, une revendication possible au trône. Les reines de l'histoire avaient fait bien pire pour protéger leurs héritiers. Un fracas retentit dans le couloir suivi du son de courses précipitées. La porte de leurs appartements s'ouvrit brutalement, et Alistair entra comme un ouragan, le visage défait, les cheveux en désordre. Derrière lui, les gardes tentèrent de le suivre, mais il claqua la porte et la verrouilla de l'intérieur. « Vous devez partir, » dit-il sans préambule, haletant. « Maintenant, cette nuit même. »
Helena se leva, le cœur battant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alistair s'approcha d'eux avec urgence, ses yeux bleus brillant d'une détermination farouche. La reine a convoqué le conseil en urgence. Elle utilise son influence sur les nobles pour monter une cabale contre Lucien. Ils veulent le faire arrêter sous prétexte de troubles à l'ordre public, puis l'emprisonner jusqu'à ce qu'il disparaisse discrètement. « Non !» cria Helena, poussant Lucien derrière elle. « Vous ne permettrez pas cela. Vous êtes le roi. Un roi enchaîné par les lois et les traditions. » La voix d'Alistair se brisa. « Si j'interviens trop ouvertement en faveur de Lucien, je risque de déclencher une guerre civile. Les nobles qui soutiennent la reine menacent de se rebeller, de retirer leur allégeance. Le royaume est au bord du chaos. » Il s'avança vers Luciane, posant ses mains sur les épaules du garçon. Pour la première fois depuis 13 ans, père et fils se trouvaient face à face, conscients de leur lien. « Mon fils, » dit Alistair, sa voix tremblante d'émotion. « Je n'ai pas été là pour te voir naître. Je n'ai pas été là pour tes premiers pas, tes premiers mots, toutes ces merveilles qu'un père devrait chérir. Je ne peux pas effacer ces années perdues, mais je peux te sauver la vie. » Les larmes coulaient sur les joues de Luciane. « Vous voulez nous bannir. Je veux vous protéger. » Alistair sortit de sa tunique une bourse lourde de pièces d'or et un parchemin scellé. « Ceci vous garantira un passage sûr vers le royaume voisin. J'ai des alliés là-bas qui vous accueilleront et vous protégeront. Vous pourrez y vivre en paix, loin des intrigues de cette cour corrompue. » Helena prit la bourse et le parchemin avec des mains tremblantes, mais son regard restait fixé sur le visage d'Alistair. « Et vous, qu'adviendra-t-il de vous » Un sourire amer étira les lèvres du roi. « Je vivrai avec mes regrets, avec le poids de mes erreurs. Mais au moins, je saurai que vous êtes en sécurité. » Il se tourna vers Helena, et dans ses yeux, elle vit tout l'amour qu'il avait autrefois porté pour elle, intact malgré les années. « Helena, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Ces jardins, ces nuits sous les étoiles, c'était la seule fois de ma vie où j'ai été véritablement libre, véritablement heureux. » Helena sentit son cœur se déchirer. Elle avança d'un pas, levant une main hésitante vers le visage de l'homme qu'elle avait aimé, qu'une partie d'elle aimait encore malgré tout. Alistair, il attrapa sa main, la pressant contre sa joue. Si les choses avaient été différentes, si j'avais su, j'aurais tout abandonné pour toi, la couronne, le royaume, tout. Mais vous ne pouvez pas, murmura-t-elle, les larmes brouillant sa vision. Vous êtes le roi. Votre devoir passe avant tout. Alistair attira Helena contre lui dans une étreinte désespérée, enfouissant son visage dans ses cheveux. Mon devoir m'a volé mon bonheur. Ne laisse pas qu'il te vole ta vie aussi. Il recula légèrement, plongeant son regard dans le sien. Pars, sauve notre fils, vis la vie que j'aurais voulu te donner. Puis, dans un geste d'une tendresse infinie, il se pencha et posa ses lèvres sur celles d'Helena. Ce baiser contenait 13 années de regrets, d'amour perdu, de promesses brisées. Helena s'abandonna un instant à cette étreinte, sentant les larmes se mêler sur leur visage. Quand ils se séparèrent, tous deux tremblaient. Alistair se tourna vers Luciane, et avec une douceur qu'Helena ne lui connaissait pas, il serra son fils contre son cœur. « Sois fort, mon garçon. Sois meilleur que je ne l'ai été, et sache que chaque jour qui me reste, je penserai à toi avec fierté et amour. » Des coups violents retentirent à la porte. « Votre Majesté, ouvrez. Le conseil exige votre présence immédiate. » Alistair se précipita vers une tenture au fond de la pièce et la tira, révélant un passage secret. « Ce tunnel mène aux écuries. Des chevaux vous attendent. Partez maintenant. » Helena et Lucien se précipitèrent vers le passage, mais Lucien se retourna une dernière fois. « Père !» cria-t-il, le mot sortant naturellement de ses lèvres pour la première fois de sa vie. Alistair se figea, les larmes inondant son visage. « Oui, mon fils ? Je vous pardonne. » Le passage secret était étroit et humide, ses murs de pierre suintant d'une eau froide qui semblait venir des entrailles mêmes de la terre. Helena et Luciane couraient dans l'obscurité presque totale, guidés seulement par la faible lueur d'une torche qu'Alistair leur avait donnée avant leur fuite. Leur respiration haletante résonnait contre les parois, se mêlant au bruit de leurs pas précipités sur les dalles inégales.
Le cœur d'Helena cognait si fort dans sa poitrine qu'elle craignait qu'il n'explose. Derrière eux, étouffés par l'épaisseur de la pierre, ils entendaient encore les échos de la tempête qui s'était déchaînée dans le château. Des cris, des ordres aboyés, le cliquetis des armures des gardes lancés à leur recherche. La reine avait déclenché une chasse à l'homme, et Helena savait qu'ils n'auraient aucune pitié s'ils étaient capturés. « Mère, attends !» haleta Luciane, s'arrêtant soudainement. Helena se retourna, la torche illuminant le visage pâle et tourmenté de son fils. « Nous n'avons pas le temps, mon cœur. Nous devons continuer. »« Non. » Luciane secoua la tête avec une détermination farouche. « Je ne peux pas partir comme ça. Je ne peux pas le laisser affronter seul les conséquences de ma naissance. C'est à cause de moi qu'il souffre maintenant. » Helena posa la torche contre le mur et prit le visage de Luciane entre ses mains. « Tu n'es responsable de rien. C'est nous, les adultes, qui avons créé cette situation. Ton père fait ce qu'il peut pour te protéger. Ne gâche pas son sacrifice. Mais c'est injuste. » Les larmes coulaient librement sur les joues du garçon. « Pourquoi devons-nous fuir? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous battre? Je suis son fils. J'ai autant le droit d'exister que les enfants de cette reine cruelle. » Helena serra Lucien contre elle, sentant son propre cœur se déchirer. « Parce que le monde est injuste, mon amour. Parce que nous ne sommes que deux contre un royaume entier. Mais nous survivrons. Nous l'avons toujours fait. » Ils reprirent leur course, et après ce qui sembla une éternité, le tunnel déboucha enfin sur les écuries royales. L'odeur du foin et des chevaux les accueillit, étrangement réconfortante après l'air vicié du passage. 2 magnifiques destriers étaient scellés et prêts, attachés près d'une porte latérale. Un palefrenier âgé les attendait, tenant les rênes avec des mains tremblantes. « Vite !» murmura l'homme. « Le roi m'a ordonné de vous aider. Ces chevaux sont les plus rapides des écuries. Ils vous mèneront loin avant que quiconque ne puisse vous rattraper. » Helena grimpa maladroitement sur le premier cheval, puis aida Lucien à monter le second. Le garçon, qui n'avait jamais chevauché de sa vie, s'accrocha désespérément à la crinière de l'animal. « Suivez la route qui longe la forêt vers le nord », continua le palefrenier d'une voix urgente. « Avant l'aube, vous atteindrez un relais où des amis du roi vous attendront. Ils vous conduiront en sécurité au-delà des frontières. » Avant qu'Helena ne puisse le remercier, le son de bottes résonnant sur les pavés de la cour les glaça. Des torches apparurent dans l'obscurité, portées par une douzaine de gardes qui couraient dans leur direction. « Là-bas, les fugitifs !» hurla une voix autoritaire. Le palefrenier gifla violemment la croupe des chevaux qui s'élancèrent dans un galop effréné. Helena se cramponna de toutes ses forces, priant tous les saints qu'elle ne tombe pas. Derrière elle, Lucien criait de terreur mais tenait bon, son instinct de survie l'emportant sur sa peur. Les flèches commencèrent à siffler dans l'air nocturne. Helena entendit l'une d'elles se planter dans un arbre à quelques centimètres de sa tête. « Baisse-toi !» cria-t-elle à Lucien qui obéit immédiatement, se plaquant contre l'encolure de son cheval. Ils galopèrent pendant ce qui sembla des heures, le vent glacial fouettant leurs visages, les branches basses menaçant de les désarçonner à chaque instant. Progressivement, les bruits de poursuite s'estompèrent derrière eux. Les chevaux, magnifiquement entraînés, maintenaient un rythme soutenu sans montrer de signes de fatigue. Quand ils atteignirent enfin le relais dont avait parlé le palefrenier, l'aube commençait à poindre, teintant le ciel de rose et d'or pâle. Une petite auberge se dressait au bord de la route, apparemment abandonnée. Mais quand Helena frappa à la porte selon le code qu'Alistair lui avait enseigné, elle s'ouvrit immédiatement. Un homme corpulent au visage bienveillant les fit entrer précipitamment. « Vite, à l'intérieur. Les chevaux du roi ne passeront pas inaperçus. Nous devons les cacher. » Il fut reconduit dans une chambre à l'étage où du pain, du fromage et de l'eau fraîche les attendaient. Lucien s'effondra sur le lit, épuisé par la chevauchée et les émotions de la nuit. Helena s'assit près de lui, caressant doucement ses cheveux. Mais leur répit fut de courte durée. Au milieu de la matinée, des bruits de cavalcade résonnèrent à l'extérieur. Helena se précipita à la fenêtre et son sang se figea. Une troupe d'au moins 20 gardes royaux s'était arrêtée devant l'auberge. À leur tête chevauchait Lord Cédric lui-même, son visage tordu par une détermination implacable. « Nous savons que vous êtes là !» cria-t-il. « Sortez immédiatement ou nous mettrons le feu à ce bâtiment. »
L'aubergiste monta précipitamment les escaliers, le visage livide. « Il faut partir par l'arrière. J'ai préparé une charrette de foin. Vous pourrez vous y cacher pendant que je les distrais. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, la porte de l'auberge explosa sous les coups de bélier des gardes. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Elena chercha désespérément une arme, n'importe quoi pour protéger son fils, mais il était trop tard. Lord Cédric apparut dans l'embrasure de la porte, flanqué de 4 gardes armés jusqu'aux dents. Un sourire cruel étirait ses lèvres minces. « Fin de la fuite, ma chère. Vous et votre bâtard allez retourner au château pour affronter la justice royale. »« La justice ?» cracha Elena avec mépris. « Vous appelez justice la vengeance d'une reine jalouse ?» Le conseiller s'avança, attrapant brutalement le bras d'Elena. « Surveillez votre langue, femme. Le royaume n'a pas besoin d'éléments perturbateurs comme vous et cet enfant illégitime qui menace l'ordre établi. »« Lâchez ma mère !» Lucien bondit du lit et se jeta sur Lord Cédric, ses petits poings martelant l'homme avec une fureur désespérée. Un garde le saisit et le projeta violemment contre le mur. Le garçon s'effondra avec un cri de douleur. « Lucien !» Elena se débattit comme une furie pour se libérer, mais la poigne de Lord Cédric était de fer. « Si vous lui faites du mal, je jure que... »« Vous jurerez quoi ?» ricana le conseiller. « Vous n'êtes rien. Une paysanne qui a couché avec le roi avant qu'il ne devienne sage et n'épouse une femme de son rang. Votre fils n'est qu'une erreur, un accident qu'il faut effacer pour le bien du royaume. » Un hennissement strident retentit à l'extérieur, suivi d'un tumulte de voix paniquées. Quelqu'un criait des ordres avec une autorité qui ne souffrait aucune contestation. Lord Cédric se raidit, une expression de peur traversant brièvement son visage. Des pas lourds montèrent les escaliers avec une rapidité surprenante. La porte fut poussée avec violence, et Alistair entra dans la pièce comme un ouragan vengeur. Il n'était plus habillé en roi, mais portait une simple armure de combat. Ses yeux bleus brillaient d'une fureur glaciale. « Éloignez vos mains de ma famille », dit-il d'une voix mortellement calme. Lord Cédric lâcha immédiatement Elena, reculant d'un pas. « Votre Majesté, je ne faisais que suivre les ordres du Conseil. Le Conseil n'a aucun pouvoir sur mes décisions personnelles. » Alistair s'avança, et chaque garde dans la pièce recula instinctivement devant la menace qu'il représentait. « Vous avez osé lever la main sur mon fils. Vous avez osé menacer la femme que j'ai aimée. Pour cela, vous perdrez votre titre et vos terres. Mais Majesté, la reine n'est pas le roi. » Le rugissement d'Alistair fit trembler les murs. J'ai passé toute la nuit à réfléchir. J'ai pesé mon devoir contre mon cœur, et j'ai pris ma décision. Il se tourna vers Elena et Luciane, son visage se radoucissant. Vous ne fuirez plus jamais. Je trouverai un moyen de vous protéger, même si je dois affronter le royaume entier. Elena sentit les larmes inonder ses yeux. Alistair, tu ne peux pas. Si, je peux. Il s'agenouilla devant Lucien qui le regardait avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Mon fils, j'ai échoué 13 ans. Je ne t'échouerai plus. Les semaines qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes de la vie d'Alistair. Le roi avait ramené Elena et Lucien au château, non plus comme des fugitifs, mais sous sa protection officielle. Cette décision avait déclenché une tempête politique sans précédent. La reine s'était enfermée dans ses appartements, refusant de parler à quiconque, tandis que ses alliés parmi la noblesse orchestraient une campagne de murmures et d'intrigues pour discréditer le roi. Mais Alistair ne fléchit pas. Il passa des jours et des nuits enfermé avec ses conseillers les plus fidèles, cherchant une solution qui pourrait satisfaire à la fois son cœur et les impératifs du royaume. Il savait que reconnaître publiquement Luciane comme son fils légitime déclencherait une guerre civile. Les lois de succession étaient claires. Seuls les enfants nés dans le mariage pouvaient prétendre au trône. Mais abandonner son fils à nouveau était impensable. Elena et Lucien avaient été installés dans une aile isolée du château, loin des regards indiscrets et des dangers immédiats. Des gardes triés sur le volet montaient une garde constante devant leurs portes. Elena passait ses journées dans une anxiété dévorante, consciente que leur présence mettait Alistair en péril politique. Luciane, lui, oscillait entre l'émerveillement de connaître enfin son père et la culpabilité de causer tant de troubles. Un soir, alors que la lune brillait haute dans le ciel étoilé, Alistair vint les voir.
Il avait vieilli de 10 ans en quelques semaines, des rides profondes creusant son front et ses tempes. Mais dans ses yeux brillait une détermination farouche que même les tempêtes du pouvoir n'avaient pu éteindre. « J'ai trouvé une solution », annonça-t-il sans préambule, s'asseyant lourdement sur un fauteuil. « Ce n'est pas parfait, ce n'est pas ce que mon cœur désire, mais c'est la seule façon de vous protéger tous les deux tout en préservant la paix du royaume. » Helena sentit son estomac se nouer. Quelle solution ? Alistair sortit plusieurs parchemins de sa tunique et les déposa sur la table. J'ai fait rédiger un testament secret. À ma mort, mes terres personnelles, celles qui m'appartiennent en propre et non à la couronne, reviendront à Lucian. Ce sont des domaines vastes et prospères, suffisants pour qu'il vive comme un seigneur respecté. Il ne sera pas roi, mais il ne sera pas non plus un bâtard sans nom. Lucien, qui avait écouté en silence, s'avança timidement. « Et vous, père ? Que deviendrez-vous » Le mot « père » fit tressaillir Alistair de bonheur et de douleur mêlée. « Je continuerai à régner. J'honorerai mes engagements envers la reine et mes enfants légitimes. Mais je saurai que tu es en sécurité, que tu as un avenir. » Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. « Ce n'est pas la reconnaissance publique que tu mérites, mais c'est tout ce que je peux t'offrir sans plonger le royaume dans le chaos. » Helena se leva brusquement, la colère et la tristesse bouillonnant en elle. « Donc nous devons encore nous cacher ? Encore vivre dans l'ombre de ta vie officielle ? » « Non. » Alistair se leva également, s'approchant d'elle avec une intensité qui la fit frémir. « Vous ne vous cacherez plus. Je veux que vous quittiez le royaume, oui, mais pas en fugitif. En tant qu'invité d'honneur du roi de Valdoria, mon plus proche allié. Là-bas, vous vivrez dans un manoir que je vous offre, avec des terres et des revenus suffisants pour vivre dignement. Lucien recevra l'éducation d'un noble, il apprendra les arts de la guerre et de la diplomatie. Et quand je mourrai, il héritera de mes domaines personnels et pourra revenir ici en seigneur respecté. » Les larmes coulaient sur les joues d'Helena. « Tu nous exiles. Je vous libère, » corrigea Alistair doucement. « Ici vous serez toujours en danger, la reine ne pardonnera jamais, et ses alliés chercheront la moindre occasion de vous nuire. Mais en Valdoria, sous la protection du roi Édouard, vous serez intouchable. » Il prit les mains d'Helena dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Je sais que ce n'est pas l'histoire d'amour que nous avions rêvée. Je sais que je te demande encore un sacrifice, mais c'est le seul moyen de garantir que Lucien vive, qu'il prospère, qu'il devienne l'homme extraordinaire que je sais qu'il peut être. » Helena ferma les yeux, les larmes continuant de couler. Toutes ces années de lutte, d'espoir, de douleur, pour aboutir à cela. Une séparation déguisée en protection, un amour sacrifié sur l'autel du devoir. « Et nous » murmura-t-elle. « Nous reverrons-nous un jour ?» Alistair attira Helena contre lui, l'enlaçant avec une tendresse désespérée. « Je ferai des voyages diplomatiques en Valdoria, officiellement pour renforcer notre alliance. Officieusement, » il caressa doucement ses cheveux, « pour voir mon fils grandir, pour passer quelques heures volées avec la femme que j'aurais dû épouser. » Lucien s'approcha d'eux, les larmes brillant dans ses yeux bleus si semblables à ceux de son père. « Je ne veux pas partir. Je viens de vous trouver. » Alistair tendit un bras et attira son fils dans leur étreinte, formant un cercle de 3 corps unis par l'amour et déchirés par le destin. « Tu ne me perds pas, mon fils. Tu seras toujours dans mon cœur, à chaque instant de chaque jour. Et je viendrai te voir, je te le promets. Je te regarderai devenir un homme. Je serai fier de chacune de tes victoires. Je pleurerai chacune de tes peines. » Ils restèrent enlacés un long moment, savourant cette intimité volée, conscients que de tels moments seraient rares et précieux dans l'avenir qui les attendait. Puis Alistair se recula doucement, essuyant ses larmes d'un geste presque embarrassé. « Il y a autre chose, » dit-il, sortant un petit coffret de velours de sa poche. Il l'ouvrit, révélant un anneau d'or orné d'un saphir identique à celui du pendentif d'Helena. Cet anneau était celui de ma mère. Il porte le sceau secret de notre famille. Avec lui, Lucien pourra toujours prouver son lien avec moi, si le besoin s'en fait sentir. Il glissa l'anneau au doigt de son fils. « Porte-le avec fierté, mon garçon. Tu es de sang royal, même si le monde ne peut pas le savoir. » Lucien regarda l'anneau à travers ses larmes,
le tournant lentement autour de son doigt. « Je vous rendrai fier, père, je vous le jure. » « Tu m'as déjà rendu fier. » Alistair posa une main sur la joue de son fils. « Par ta force, ton courage, ta capacité à pardonner, tu es déjà l'homme que j'aurais voulu être. » Il se tourna ensuite vers Helena, prenant son visage entre ses mains avec une tendresse infinie. « Helena, mon amour éternel, je sais que je t'ai fait souffrir. Je sais que j'ai échoué comme homme, même si j'ai essayé de réussir comme roi. Mais sache ceci, chaque battement de mon cœur t'appartient, aujourd'hui, demain, jusqu'à mon dernier souffle. » Helena posa ses mains sur celles d'Alistair, les serrant avec force. « Je t'aime, » murmura-t-elle, les mots s'échappant d'elle comme une prière. « Malgré tout, malgré la douleur et les années perdues, je t'aime encore. » Alistair pencha son front contre le sien, leur respiration se mêlant. « Alors emporte cet amour avec toi, qu'il te réchauffe dans les nuits froides, qu'il te console dans les moments de doute, et sache que quelque part, dans un château lointain, un roi solitaire pense à toi et t'aime avec la même intensité. » Ils s'embrassèrent alors, un baiser long et profond qui contenait toute la passion, tout le regret, toute la promesse d'un amour qui transcenderait la distance et le temps. Lucien détourna pudiquement les yeux, mais un petit sourire touchait ses lèvres. Au moins, il savait maintenant que sa naissance avait été un acte d'amour véritable, pas une erreur ou une faiblesse. 3 jours plus tard, à l'aube, une caravane richement équipée quitta le château royal. Helena et Lucien y prenaient place, entourés de gardes d'honneur et chargés de coffres remplis de richesses. Le roi Alistair les regarda partir depuis les remparts, une silhouette solitaire découpée contre le ciel rougeoyant du matin. En Valdoria, ils trouvèrent la paix. Le manoir qu'Alistair leur avait offert était magnifique, entouré de jardins luxuriants qui rappelaient à Helena ses nuits lointaines dans les jardins des roses. Lucien grandit en jeune homme noble, éduqué et respecté. Et fidèle à sa promesse, Alistair vint les visiter chaque année, ces visites devenant les moments les plus précieux de leur vie. Des années plus tard, quand Alistair mourut paisiblement dans son sommeil, Lucien hérita des terres promises. Il retourna au royaume de son père, non comme prétendant au trône mais comme seigneur respecté. Et il vécut sa vie avec honneur, portant fièrement le nom secret de sa lignée, élevant ses propres enfants dans l'amour et la vérité. Helena vieillit dans la sérénité, entourée de petits-enfants qui ne connurent jamais la honte qu'elle avait portée. Et chaque soir, elle touchait le pendentif en forme d'étoile qu'elle n'avait plus jamais retiré, se souvenant de l'homme qui l'avait aimée assez pour la laisser partir, et l'aimant encore plus pour ce sacrifice. Parfois, l'amour ne se mesure pas aux années passées ensemble, mais au sacrifice consenti pour protéger ceux qu'on chérit. Et dans cette mesure, l'amour entre Helena et Alistair fut immense, éternel, et finalement, victorieux contre toutes les forces qui avaient tenté de les séparer.